Bonjour Sébastien Hervieux. Bonjour. Sébastien Hervieux, vous êtes journaliste pendant plus de 8 ans. Vous avez été correspondant pour le quotidien Le Monde en Afrique du Sud. À l'époque, vous avez aussi travaillé pour le journal Afrique de TV5 Monde. Et vous publiez Afrique du Sud, les cicatrices de la liberté. C'est un portrait de l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, plus de 25 ans après la fin de l'apartheid. Un portrait à base de personnages, à base d'histoire également. Et surtout, c'est un écho tout à fait intéressant à l'actualité du moment, au débat mondial sur le racisme, au débat sur les passés coloniaux. On va y revenir. Mais d'abord, je voulais parler du titre de votre livre, Les cicatrices de la liberté. C'est ce qu'on appelle un oxymore, une alliance de mots. Oui, exactement, ça peut paraître paradoxal, mais quand vous demandez aujourd'hui à des Sud-Africains dans la rue, est-ce qu'ils se sentent libres près de 3 décennies après la chute de l'apartheid, la plupart du temps, vous avez comme guise de réponse un silence, parfois cette expression un peu intraduisible, ish, qui veut dire bah, c'est compliqué. Et effectivement, cette liberté aujourd'hui, elle est largement inachevée. C'est ça qui est douloureux. Vous avez 3 libertés. La liberté politique, elle est acquise. En 1994, il y a les premières élections démocratiques. Mais comme me disent certains, eh bien, ce bulletin de vote, il ne se mange pas. Donc cette deuxième liberté, qui est la liberté économique, elle est encore largement en cours aujourd'hui. Elle n'est pas encore obtenue. Une grande majorité des Sud-Africains, notamment noirs, sont exclus de la prospérité économique. C'est un pays qui atteint des niveaux d'inégalité très impressionnants, dans le top 3 mondial. Euh, Et cette troisième liberté, c'est la liberté psychologique, cette libération psychologique. Une psychologue que j'ai longuement interviewée pour le livre me dit que c'est une nation traumatisée. Les dirigeants n'ont pas encore pensé les plaies du passé. Vous avez encore, vous vous souvenez peut-être de cette commission Vérité et Réconciliation. À l'époque, elle a été saluée à l'étranger, mais elle a laissé un goût amer aux victimes de l'apartheid d'aujourd'hui, puisqu'il y a encore de nombreuses personnes qui n'ont jamais été indemnisées, dont les crimes n'ont jamais été, des oppressions n'ont jamais été élucidées. Il y a aussi les plaies du présent, cette pauvreté qui mine la dignité des Sud-Africains, et cela, ça fait très mal aux Sud-Africains qui sont encore aujourd'hui. Alors, dans votre livre, vous brossez donc le portrait de cette Afrique du Sud de 2020 à travers ceux qu'on appelle les born free, les nés libres. En clair, ce sont des gens qui sont nés après la fin de l'apartheid dans l'Afrique du Sud de Mandela, dans ce qu'on a appelé un peu poétiquement la nation arc-en-ciel. Quel regard est-ce que ces born free portent sur leur pays débarrassé officiellement de la ségrégation? C'est un regard qui est assez désillusionné, désabusé. Euh, ils ont le sentiment que cette fameuse nation arc-en-ciel, finalement, c'est une sorte de coquille vide, que les discriminations sont encore très présentes, que tous les Sud-Africains chaque Sud-Africain n'a pas forcément les mêmes chances de réussir. Alors, il y a une partie de cette génération-là qui fait des études, qui a compris que la seule arme pour sortir de ce cercle vicieux de la pauvreté, eh bien, c'était l'éducation. Mais ils savent bien qu'au moindre accident de parcours, eh bien, ils peuvent vite redescendre tout en bas, ça peut ruiner tous leurs espoirs. Et puis, vous avez une autre partie de cette jeunesse qui est largement majoritaire, qui, elle, n'a pas de travail, est emprisonnée dans un chômage massif. Avant la crise de la Covid, on avait plus d'un jeune noir sur deux qui était au chômage. Et aujourd'hui, clairement, c'est un souci. On le voit bien puisque pour ces jeunes-là, leur seule manière de vivre aujourd'hui, eh bien, c'est de vivoter. Ils ne peuvent faire que des petits boulots. Ils vivent au crochet de leur grand-mère qui touche la pension. Ils peuvent toucher des allocations quand ils ont des enfants. Et le gouvernement l'a bien compris puisqu'il ne cesse d'étendre ce filet social. Mais aujourd'hui, ce filet social, eh bien, c'est le seul kit de survie à disposition de ces jeunes. Alors, donc, ce qui ressort, on l'a compris, c'est beaucoup de colère, beaucoup de frustration. Vous revenez d'ailleurs sur cette colère à travers deux événements. La répression sanglante de la grève des mineurs de Marikana, c'était il y a 8 ans, en août 2012. 34 mineurs avaient été tués. Et puis vous revenez également sur un épisode plus récent, la révolte étudiante de 2015-2016, qui commence, bah, c'est un petit peu d'actualité là aussi, par un déboulonnage de statuts. Oui, ce mouvement est intéressant quand on a vu dans les pays occidentaux aujourd'hui ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on va déboulonner des figures de l'histoire coloniale, de l'histoire de l'esclavage. Eh bien, c'est ce qui s'est passé il y a 5 ans à l'université du Cap, à l'entrée de cette université, trônait une statue, un bronze massif de Cecil Rhodes, ce magnat minier, ce colonisateur britannique. Eh bien, sous les vivas de la foule, cette statue a été déboulonnée.
À l'époque, ce mouvement étudiant, il est un cri d'appel pour dire, eh bien, nous n'avons pas assez, ce pays n'est pas assez décolonisé. Nous, étudiants, avons le sentiment d'être encore trop noirs dans un monde trop blanc. Et clairement, ça a été quelque chose d'important, de massif. Et l'autre mouvement qu'il y a eu une année plus tard, en 2016, vous le disiez, c'est un autre mouvement étudiant qui est pour limiter, lutter contre la hausse annoncée des frais de scolarité. Et là, ça a touché un point sensible de ce qui se passait pour ces étudiants qui ont bien compris que l'éducation était leur seule possibilité de s'en sortir. Et finalement, après des manifestations monstres, le gouvernement a dû renoncer. Ça me semble important parce qu'à l'époque, certains ont parlé de mai 68, de printemps sud-africain. Ça symbolisait cette lutte de cette nouvelle génération. Et l'autre événement, c'est ce massacre de Marikana. Je me rappelle bien de cette fameuse journée du 16 août 2012, puisque j'étais sur place. Et vous avez là des mineurs grévistes qui réclament des hausses de salaire. Et la réponse qu'on leur apporte à l'époque, eh bien, c'est de leur tirer dessus. 34 mineurs sont tués, la plupart du temps sans sommation. Et ce que cet événement a révélé, c'est une forme de répression du pouvoir à l'encontre de ceux qui osaient se soulever. À l'égard, ce ne sont pas des policiers blancs cette fois qui tirent sur des travailleurs noirs, mais des policiers noirs. L'apartheid est tombé. Et pourtant, il y a cette violence, et pourtant, il y a cette oppression. Et aussi une forme d'indifférence presque assez coupable, puisque jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, personne n'a été condamné ou jugé pour ce massacre-là. Vous évoquiez le déboulonnage de la statue de Cecil Rhodes. On n'en est pas encore au déboulonnage, mais quelle est l'image d'une personnalité comme Nelson Mandela aujourd'hui? Elle aussi, elle est assez dégradée. Desmond Tutu également. C'est une image chez les jeunes qui n'est pas aussi belle ou aussi reluisante, on va dire, que sur la scène internationale. Pour une partie de cette jeunesse, il y a vraiment un droit d'inventaire qui a été exercé à l'encontre du bilan de Nelson Mandela. Ils accusent cette icône mondialement saluée eh bien, d'avoir trahi les Sud-Africains, de ne pas avoir, lors de la transition, de ne pas avoir suffisamment remis en cause les privilèges des Blancs de l'époque. Et ça, c'est très présent aujourd'hui. On le voit puisque pourtant, les historiens, les analystes disent que le compromis était sans doute pas parfait, mais c'est ce qui a permis d'éviter un basculement dans la guerre civile de ce pays. Et aujourd'hui, on a cette jeunesse qui se retrouve en conflit avec la génération de ses parents, de ses grands-parents, en pointant du doigt les manquements des dirigeants actuels, de ceux qui ont succédé à Nelson Mandela à la tête de l'ANC, à la tête du pays, en les accusant eh bien, de ne pas avoir fait suffisamment, d'avoir presque abandonné cette ambition de révolution, de transformation radicale du pays. Il y a une essayiste que j'ai longuement rencontrée qui me dit, eh bien, lorsqu'ils ont cessé de battre, ils sont rentrés à la maison, ces dirigeants, ils ont pris leur cuillère, ils ont mangé, ils ont beaucoup mangé, ils se sont même goinfrés. Et c'est ça la colère, l'une des colères qu'il y a à l'origine de cette jeunesse, c'est ce sentiment d'abandon. Alors l'ANC continue à gagner les élections grâce à sa politique clientéliste, grâce à sa machine électorale bien huilée, grâce à son bilan également, puisque beaucoup de gens sont quand même sortis de la pauvreté grâce à eux. Mais il y a des affections grandissantes, ils ont de moins en moins de votes. Et en 2019, lors des dernières élections générales, c'est la première fois qu'on avait plus de Sud-Africains qui n'allaient pas voter que de Sud-Africains qui allaient voter. On va revenir sur la colère et la frustration. On évoquait tout à l'heure les épisodes de Marikana, puis les grèves estudiantines. On va dire au quotidien, comment est-ce que cette colère se manifeste? Elle se traduit par une grande violence qui se traduit à la fois au niveau collectif. Vous avez, ça passe souvent sous le radar médiatique, plein de manifestations dans plein de localités sud-africaines, des gens qui descendent dans la rue, qui vont brûler des pneus, qui bloquent la route, qui peuvent caillasser des policiers, qui réclament plus de raccordements, services de base comme à l'eau courante, comme à l'électricité. Et puis une violence aussi plus individuelle. On a un fort taux de criminalité en Afrique du Sud. Il y a beaucoup de violences sexuelles à l'égard des femmes, des enfants également. Et cette violence, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, un symptôme d'un mal-être, d'une remise en cause de la dignité de ces Sud-Africains déshérités, laissés pour compte. Et ce mal-être, il fait beaucoup de mal. Et face à cela, face à cette sorte d'appel à l'aide, d'une certaine manière, on a une élite sud-africaine qui fait de la sourde oreille, assez méprisante, parfois violente. On l'a vu lors du confinement, lors de cette crise de la Covid actuellement en Afrique du Sud, avec
les policiers qui ont effectué des violences à l'égard des Sud-Africains les plus pauvres. Et cette élite, elle est à la fois blanche, mais elle est également noire, ce qui peut paraître étonnant, puisque l'apartheid est tombé, cette attitude ne devrait plus avoir lieu, mais il y a une forme de permanence dans cette attitude. Évidemment, on ne peut pas comparer, mais une sorte de permanence. Et cette colère, cette classe moyenne noire, elle a pu prendre l'ascenseur social grâce à cette politique d'émancipation, de discrimination positive, mais malgré tout, elle accuse les déshérités, les plus déshérités, les Sud-Africains les plus pauvres, et bien d'être responsables de sa situation, d'être pauvres parce qu'ils ne font pas suffisamment d'efforts, alors qu'on l'a bien compris, il y a des facteurs structurels qui font que c'est très difficile de sortir de cette situation aujourd'hui. À la tête de l'Afrique du Sud aujourd'hui, il y a un homme, Cyril Ramaphosa. C'est le troisième successeur, on va dire, de Nelson Mandela. Il y a eu d'abord Thabo Mbeki avec des politiques d'austérité très peu populaires, on va dire. Jacob Zuma ensuite extrêmement corrompu. Ça lui a d'ailleurs coûté sa place. Quelle est l'image aujourd'hui de Cyril Ramaphosa? Est-ce que c'est un président apprécié? Alors, quand il est arrivé au pouvoir en 2018, il incarne ce nouvel espoir. Jacob Zuma, à l'époque, en 2009, incarnait déjà cet espoir qui a été largement déçu, vous l'avez rappelé. Cyril Ramaphosa incarne cet espoir. On parle même de Ramaphoria à l'époque, d'euphorie en anglais, ce mélange un peu d'optimisme enthousiaste. Et avant la crise de la Covid, il déçoit, il peine à relancer l'économie, il peine à lutter contre la corruption, bloqué, entravé par des conflits en interne de l'ANC. Aujourd'hui, il est plutôt salué dans sa gestion de la crise, mais on verra ce que ça la donnera à long terme, puisque le nombre de victimes de la Covid ne cesse d'augmenter. Mais Cyril Ramaphosa, son parcours, finalement, il raconte assez bien cette trajectoire un peu ambiguë des dirigeants de l'ANC. Cyril Ramaphosa, c'est sous l'apartheid un grand dirigeant du plus puissant syndicat minier, NUM, qui organise une manifestation massive qui ébranle les fondements économiques du régime raciste de l'époque. C'est l'héritier de Mandela, c'est le favori pour lui succéder. Finalement, ce n'est pas lui qui a droit à la place, donc il part dans le secteur privé, il va faire des affaires, il devient millionnaire. Et en 2012, on parlait tout à l'heure du massacre de Marikana, il est l'un des membres du conseil d'administration de Lonmin, qui est la société qui possède cette mine de platine de Marikana. Et que fait-il en 2012, cet ancien syndicaliste? Eh bien, il envoie des courriels aux autorités pour réclamer plus de fermeté contre ces grévistes, et des grévistes qu'il qualifie même de criminels. Et voilà, on est là dans le paradoxe, dans la contradiction, dans la difficulté d'un mouvement de libération, et pour ses représentants, eh bien d'avancer et de continuer de poursuivre cette révolution de la transformation du pays. On va terminer quand même sur une note d'espoir parce que ce que vous nous racontez aussi dans le livre, c'est que si la société est tendue, crispée, elle peut aussi compter sur de très forts contre-pouvoirs qui jouent parfaitement, nous dites-vous, leur rôle. Et il y a une certaine culture frondeuse, on va dire, en Afrique du Sud. Oui, c'est ce qui donne l'espoir, et mon livre est loin d'être un état des lieux négatif et trop négatif de ce pays. Il y a des personnages que je rencontre qui donnent espoir. On a une société civile en Afrique du Sud qui est mordante, des contre-pouvoirs qui sont assez robustes. Et ce qui s'est passé avec Jacob Zuma, vous le disiez tout à l'heure, lorsqu'il chute en 2018, eh bien, il chute car il y a une résistance assez formidable de tous ces contre-pouvoirs. Il y a des accusations à répétition de scandales de corruption contre lui, notamment l'affaire Nkamla, qui était du nom de sa résidence privée, qu'il a en partie rénovée grâce à de l'argent public. Eh bien, dans ce cas-là, on a une presse qui fait son travail, le Mélanie Cordier notamment, qui sort des enquêtes qui révèlent cette affaire. On a des institutions avec la médiatrice de la République à l'époque, Tuli Madonsela, qui enquête, qui produit un rapport de plusieurs centaines de pages pour détailler justement ces accusations de corruption. On a le pouvoir judiciaire qui fait son travail, la Cour constitutionnelle qui parviendra à obliger Jacob Zuma à rembourser une partie de cet argent, et la société civile. Il y a des manifestations monstres dans le pays pour réclamer sa démission. Donc, on a cette formidable résistance, et c'est pour ça que je suis assez confiant dans les Sud-Africains. Vous disiez, c'est un peuple frondeur, c'est un peuple qui s'est toujours battu pour obtenir ce qu'il souhaite. La chute de l'apartheid l'a montré, et qui continuera à le faire. On parlait de cette génération d'aînés libres. Ils se sont déjà mobilisés pour obtenir des changements, et clairement, ils savent qu'ils devront continuer à le faire s'ils veulent que ce pays change et s'ils veulent que ce pays leur offre un avenir beaucoup plus enthousiaste et optimiste et encourageant pour eux. Afrique du Sud, les cicatrices de la liberté aux éditions Nevikata. Merci beaucoup, Sébastien Arvieux. À bientôt.
Merci, à bientôt.